Attention, le contenu de cette émission traite des sujets sensibles. Certains propos peuvent choquer ou déranger. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Chantal Frey et le pseudo d'une femme ayant grandi en Suisse normande, longtemps marquée par une amnésie traumatique. Elle affirme avoir vu ses souvenirs d'enfance revenir progressivement comme les pièces d'un puzzle, révélant, selon elle, un parcours marqué par des violences extrêmes, une emprise psychologique profonde et un environnement familial et social qu'elle décrit aujourd'hui comme sectaire. Dans son livre Satanisme et violence ritualisée, une survivante parle vivre l'impensable et le transcender. Chantal Frey livre un témoignage personnel qu'elle présente non comme une vérité globale, ni comme une enquête judiciaire, mais comme le récit de ce qu'elle dit avoir vécu, compris et intégré au fil des années. Elle souligne d'ailleurs n'avoir fait qu'effleurer la surface d'un sujet qu'elle estime bien plus vaste qu'elle-même. Bonsoir Chantal et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonsoir, je suis très honorée d'être sur votre chaîne. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup que vous me donnez l'occasion de témoigner sur votre chaîne. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose en plus par rapport à ce que j'ai dit? Alors, j'ai trouvé votre introduction très, très bien. C'est exactement ce que je dis dans mon livre et puis ce que je dis aussi dans mes interviews. Donc, je pense aussi par rapport aux questions que vous allez me poser ce soir, les les gens, enfin ceux qui vont écouter cette interview ou bien voir cette interview verront que ça va vraiment dans cette direction. Le sujet est vaste, on essaye un petit peu de l'aborder aussi ce soir et j'espère que, voilà, ça pourra sensibiliser, le monde qui va écouter ça. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que j'ai commencé à entendre parler de ces sujets de rituels et autres et donc on va commencer à rentrer dans le détail donc est-ce que, vous pouvez nous raconter votre histoire? Bah, en fait, j'ai grandi en Suisse romande. J'ai grandi dans une famille, qui, soi-disant, était chrétienne. Donc ça veut dire c'était une famille, bah, les dimanches matins, c'était l'église et tout. Mon père, même était un soi-disant ancien, donc c'était une église évangélique. Donc un ancien, c'est quelqu'un qui a une responsabilité, qui propose, de la relation d'aide, qui est à l'écoute et cetera. Donc voilà, donc il avait cette position dans l'église, mais en fait, aujourd'hui, je sais que c'était seulement une couverture et cette couverture donc sous cette couverture, il était sataniste. C'est-à-dire que c'était juste pour présenter ça au monde et puis en fait, à l'arrière, eh ben, c'était le satanisme. Donc moi, enfant, j'ai vécu, si vous voulez, un monde, enfin, j'ai vécu dans 2 mondes qui étaient parallèles l'un à l'autre, qui existaient les 2, mais qu'en fait, l'un et l'autre n'avaient en quelque sorte rien à voir. Donc il y avait pas, un point commun ensemble, mais quand même c'est un tout. Donc c'est divisé, mais c'était quand même tout moi qui le vivais. Donc c'est ce que je vais essayer de vous expliquer, ce soir et donc ça continue un petit peu toute ma vie. Je vous donne peut-être un ou 2 exemples. Hem, donc justement, je disais, c'était les cultes le dimanche matin, la vie normale de tous les jours, donc l'école quand j'étais enfant, c'était jouer avec des camarades dehors. Plus tard aussi, j'ai fait des études d'infirmière et puis j'ai travaillé dans les soins et cetera. Donc c'était à l'extérieur une vie normale. Mais de temps en temps la nuit, les week-ends ou bien aussi pendant les vacances, eh ben, mon père notamment, c'était souvent lui, venait me chercher quand j'étais enfant dans mon lit, me sortait de mon lit et m'amenait à, des rituels, sataniques
et là, on parle vraiment de violence et de torture, inimaginables. Et donc ces 2 mondes, c'était quelque chose qui se passait à quelque part en même temps dans ma vie. Et ça c'est 2 mondes dissociés, mais quand même quelque chose qu'on vit, en même temps. Vous êtes, fille unique? Vous avez des frères et des sœurs? Alors j'ai 2 sœurs qui sont un petit peu plus jeunes que moi, et en fait, on a toutes les 3, on a vécu, on a grandi dans cette famille et on a vécu, ben, ce que je décris. Chacune un peu différemment, mais ça, c'était prévu. Hem Et puis donc avec des je dirais des, à des niveaux différents, des expériences un peu différentes, mais quand même qui se rejoignent. Et oui, en fait, heureusement qu'on peut en parler ensemble aujourd'hui toutes les 3. Et à partir de quel moment rendu compte que justement il y a quelque chose qui n'allait pas, que c'était, le jour et la nuit? Mmh. À partir de quel âge vous êtes rendu compte? Alors justement, ça, ce sont des questions qui sont très, très difficiles pour moi à répondre parce que c'est un processus. Vous voyez? Je peux pas vous dire tel et tel jour, puis tac, j'ai tout compris. C'est pas comme ça que ça se passe. Parce que le vécu de ces traumatismes qui se sont répétés, hein, tout le long de l'enfance, tout le long de l'adolescence et aussi une partie, de ma vie d'adulte, ce sont tous des petits morceaux. C'est comme un puzzle après que j'ai dû rassembler. Alors de temps en temps, c'était comme si j'avais une ou 2 pièces de puzzle, puis je trouvais, puis je me disais: «Ah tiens, ça va ensemble avec une émotion, avec un sentiment, avec un ressenti, avec un souvenir». Et en fait, c'était une reconstruction de ce puzzle. Alors, si vous voulez, à l'âge de, je dirais, 18-19 ans, quand j'ai commencé à avoir mes propres amis qui n'étaient pas choisis par mes parents et tout, là, j'ai commencé à, à remarquer qu'en fait, j'avais des comportements différents de certains de mes amis. Que je réagissais, par exemple, excessivement à certaines situations que les autres ne faisaient pas. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Mais est-ce que si j'étais normale, je me demandais si j'étais normale ou bien je me demandais pourquoi je réagissais comme ça et pas d'une autre façon. Et j'ai commencé à me questionner, mais sans encore avoir vraiment de souvenirs, donc en forme d'image et tout, c'était pas là. Ça, c'est venu beaucoup plus tard, ça, c'était venu à l'âge de 29-30 ans où j'ai eu les premiers souvenirs, en forme de flashback. Donc pour expliquer ce que c'est un flashback, c'est comme un flash quoi qu'on a d'un souvenir, que tout d'un coup on se voit quelque part et puis, et puis on se dit: «Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que est-ce que je l'ai vraiment vécu ou pas?» Et il y en a plusieurs flashs qui viennent et ces flashs ont commencé à venir à l'âge de 29-30 ans et c'est là qu'en fait j'ai eu pendant quelques années des premiers souvenirs qui sont remontés à la surface. Mais c'était pas encore tout. Après ça a encore une fois duré, attendez que je calcule vite, à peu près, 17 ans, 16-17 ans, jusqu'à ce que j'ai réussi, si vous voulez, à ouvrir ma porte intérieure pour, pour avoir accès à d'autres souvenirs. Parce qu'après cette première phase de souvenirs à l'âge de 30 ans, j'étais dans le déni pendant beaucoup d'années. Vraiment, j'avais fermé cette porte et je le voulais, hein, je le disais même aux gens autour de moi. Je disais: «Bon, c'est bon, j'en sais assez, ça suffit, je veux reprendre pied» parce que j'étais très, très mal à l'époque, à l'âge de 30 ans quand j'ai eu les premiers souvenirs. Donc j'étais vraiment dans la dépression totale pendant beaucoup d'années avec des tentatives de suicide et tout, j'allais très mal. Et après, quand j'ai commencé à reprendre pied, en fait, j'ai décidé de ne pas creuser plus loin, de ne pas aller plus loin. Et mais après, 16 ans plus tard, enfin, c'est quand même des choses qui sont toujours là, vous voyez? C'est quand même des choses qu'on a vécues, puis qu'on peut pas simplement mettre de côté comme ça.
et 16 ans, plus tard, j'ai ouvert cette porte intérieure et ensuite, il y a les autres souvenirs qui sont venus et ce sont comme des autres pièces de puzzle et avec le temps, quand on fait un puzzle, on voit l'image après un certain temps. On n'a peut-être pas toutes les pièces et je les ai pas encore toutes les pièces et peut-être qu'il y en a certaines que j'aurai jamais, mais je vois l'image et je comprends ce qui m'est arrivé, donc aujourd'hui je le comprends et c'est mon témoignage d'aujourd'hui. D'accord. Et quand vous avez compris qu'on vous avait retiré quelque chose de votre mémoire? Ben, en fait, c'était quand j'ai eu ces premiers souvenirs à l'âge de 29-30 ans et que je me disais: «Mais pourquoi je me suis pas souvenu avant?» Donc je savais à l'âge de 30 ans, je me souvenais d'avoir vécu des choses étant enfant, étant adolescente, mais que j'avais complètement refoulées et c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, il devait y avoir une certaine amnésie, une certaine dissociation, hem, parce que je peux m'expliquer ça seulement avec l'amnésie et la dissociation de toutes ces choses traumatiques que j'ai dû vivre. Hem et je refoule ça dans un coin de mon cerveau pour essayer de vivre et c'est ça, en fait, la survie et donc quand j'ai eu les premiers souvenirs, là, j'ai été consciente, que voilà, qu'on m'avait retiré certaines choses, comme vous dites, retiré. D'accord. Et Mmh. quand vous avez commencé à revoir ces souvenirs, vous êtes fait aider par quelqu'un pour essayer de trouver plus d'informations, plus de détails. Comment ça s'est passé? Alors pour ma part, ça s'est passé comme ça que, quand j'ai eu la première phase de souvenirs là, à l'âge de 29-30 ans et que j'allais très, très mal, vraiment avec, comme je disais avant, tentative de suicide et cetera, dépression. Bah, j'ai été en thérapie pendant de longues années, mais c'était vraiment pour me stabiliser parce que j'allais tellement mal. C'était en fait pour me garder en vie, quoi. C'était vraiment pour m'aider à survivre et je n'ai presque, mais vraiment presque rien raconté à mes thérapeutes pendant ces années où j'étais en thérapie. C'était à quelque part, c'était le silence complet. Je me souviens d'une fois où j'avais écrit sur une page A4, j'ai écrit en gros ce qui m'arrivait et c'est cette feuille-là que j'ai donnée à mes thérapeutes et c'est ce que j'ai raconté en fait pendant toutes ces années. Pas un mot de plus, pas un mot de moins. J'arrivais pas à sortir, j'arrivais pas à en parler. J'étais complètement sous le choc encore et à quelque part dans ce silence, dans ce mutisme et d'ailleurs, j'ai été tellement profondément dans un mutisme que j'ai même commencé à zézayer, à bégayer, j'étais tellement sous le choc et donc de toute façon, je voulais pas parler parce que j'avais honte aussi de parler, les gens me comprenaient pas. On devait toujours me demander 36 000 fois: «Qu'est-ce que tu as dit?» Au téléphone, les gens me comprenaient pas du tout. Donc donc à quelque part, je me taisais. Je me taisais complètement. Ce que j'ai fait à l'époque, c'était que j'ai fait des peintures, j'ai dessiné ce que je vivais et là, j'en ai encore gardé quelques-unes, mais c'était, comment dire? C'était comme une partie de moi-même qui dessinait, c'était l'eau, parce que je n'arrivais pas à parler et je n'ai pas réalisé à l'époque que ce que je dessinais, donc là, je dessinais vraiment des rituels sataniques et tout, avec les tortures, que je décris aussi certaines, tortures aussi dans mon livre, mais je n'avais pas vraiment réalisé que c'était ce que j'étais en train de vivre. C'était pas connecté. J'étais encore vraiment dans la dissociation. D'accord. Et c'est seulement plus tard, beaucoup plus tard, quand j'ai eu plus de souvenirs, donc 16 ans plus tard et que ces souvenirs sont vraiment venus comme une avalanche que là j'ai cherché de l'aide pour voilà, pour essayer de mettre de l'ordre dans tous ces souvenirs. Mmh. Et vos sœurs, elles ont, eu le même cheminement que vous? Vous avez pu Alors en discuter avec elles? oui, alors nous sommes en train de discuter, elles ont un autre cheminement que moi.
Nous avons aussi eu toutes les 3 un comportement tout à fait différent déjà étant enfants. Hem, mais là, je voudrais peut-être pas trop en parler parce que ça leur appartient à elles en fait de témoigner. Mmh, ouais. Mmh mh. Heu, est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu? Parce que moi, j'ai entendu par rapport à ces rituels sataniques, j'ai entendu par rapport à ces élites, que des chasses et qu'on les ramenait Mmh. dans les forêts, il y a eu des tortures et autres. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose que vous aussi vous avez vécu ou pas du tout? Oui, On chassait par à cheval des jeunes enfants. oui, alors j'ai vécu des chasses, de différentes chasses. C'était toujours une sorte, d'examen, donc ça vraiment c'est ils lâchent les enfants dans la forêt et ils leur tirent dessus, ben, comme à la chasse en fait. Et les enfants qui survivent, parce qu'il y en a certains qui survivent comme moi, puis des autres aussi. Après, si vous voulez, ça continue, leur chemin dans cette secte, hein, parce que c'est une secte, ce culte satanique. Alors ça continue et ce sont plusieurs niveaux, hem, ce sont comme des échelons et puis en fait, on passe à un autre échelon quand on a survécu une de ces chasses. Et quand moi, par exemple, j'avais dans un des cas, j'avais réussi à me cacher et donc j'ai survécu à cette chasse d'enfants et ça voulait montrer en fait que j'étais forte, que j'étais assez intelligente et j'ai gravi les échelons justement grâce à ça, par exemple, grâce à une de ces chasses. Vos parents, ils étaient dans ce même, culte Alors ou votre oui, maman n'était pas au courant? alors ma maman, donc c'est mon hypothèse aujourd'hui parce que je peux plus lui parler, elle ne vit plus. Mais c'est l'hypothèse que j'ai aujourd'hui parce que j'ai connu une maman qui, un côté, était très gentille, donc une maman aimante. Je sais ce que ça veut dire, une maman qui soutient et une maman aimante, mais en même temps, elle était infirmière de la petite enfance et c'est elle qui me droguait pour que mon père, après et puis d'autres, bourreaux, puissent m'emmener, à ces rituels sataniques. Et plus tard aussi, ils m'ont vendue comme esclave sexuelle et puis pour d'autres choses. Donc c'est elle qui faisait ça. Et quand parfois je rentrais de ces rituels et que j'étais blessée, vu qu'elle était infirmière, elle me soignait au lieu de m'amener peut-être chez un médecin. En fait, toute cette secte, elle la soutenait. Hem et je pense que je pense que ces 2 parties, donc cette maman aimante, mais en même temps cette maman, qui ne combattait pas pour moi et puis qui simplement, pansait mes blessures ou me donnait des soins. Je ne sais même pas si elle se demandait d'où ça venait, simplement elle pansait mes blessures, donnait les soins. Donc c'était une maman qui était dissociée. Donc c'était constamment j'ai eu des parents dissociés, les 2. C'était constamment d'un côté aimant, puis de l'autre côté, c'était des bourreaux, des coupables, des criminels et j'ai eu ça constamment dans ma vie. C'était quelque chose que je ne connaissais seulement ça. Donc toute la famille, hem, finalement était impliquée dans cette D'accord. Même, au niveau de la famille, élargie? alors certains oui, certains je me souviens, maintenant je me souviens pas de tout le monde. Je ne sais pas si tout le monde était impliqué, mais certains, oui, où je me souviens vraiment très, très bien de les avoir vus dans le cadre de ce culte satanique. Mais donc ça veut dire que est-ce que vos cousins et des cousines, ont subi la même chose que vous? Je sais qu'il y en a certains qui ont subi la même chose. Mmh, ouais, D'accord et vous avez malheureusement. essayé d'en parler entre vous ou pas du tout? C'est C'est compliqué? compliqué, c'est très compliqué, c'est difficile. On essaye un petit peu l'approche, parce que bien sûr, j'aimerais aussi qu'ils puissent s'en sortir, comme moi j'ai réussi à m'en sortir. Mais voilà, on avance gentiment en espérant qu'on puisse, oui, qu'on puisse se soutenir une fois. Mmh. Et il faisait partie de quelle,
secte satanique? Alors, la secte dans laquelle j'ai grandi, elle s'appelle la secte des adorateurs du soleil. C'est une secte qui vient de la France et je pense que dans le cadre de cette secte, parce que même dans cette secte, pas tout le monde ne venait au rituel satanique avec toutes les horreurs que j'ai dû vivre là-bas. C'était pas tout le monde. C'était quelques-uns de cette secte qui se rassemblaient pour ces cultes sataniques. Et là, hem, je pense aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait sûre, mais je pense que c'est ce ce groupe, restreint de quelques personnes faisait partie d'un autre groupe qui s'appelait le Dragon Rouge. De ce parti occulte? Ils sont encore en activité aujourd'hui? Alors, je ne sais pas. Je sais une certaine personne vivent encore au même endroit. Donc, parce que c'était tous des voisins, hein, c'était toute une communauté qui vivait ensemble et je sais qu'il y en a certains qui vivent encore là-bas. Moi, je me dis franchement, tant qu'il y a pas de justice, tant qu'il y a pas de plainte déposée contre eux, tant qu'il y a rien qui se passe, pourquoi est-ce qu'ils devraient arrêter? C'est la question que je me pose. Mais je peux pas dire avec certitude qu'ils ont continué, mais je vois pas la raison pourquoi est-ce qu'on arrêterait. D'accord, et au niveau Mmh. la justice, l'éducation, il y a personne qui a rien dit? Ou ils faisaient tous partie de cette secte? Alors, il faut savoir que quand je parle moi de crimes organisés, de criminalité organisée et j'aime bien comparer en fait avec la mafia. Donc j'ai pas grandi dans la mafia, mais les structures de la mafia, ça nous dit quelque chose, ça vous dit quelque chose à vous, ça me dit quelque chose à moi, tout le monde. Donc là, on sait que tout le monde est en lien, tout le monde se couvre, ça va juste dans les hautes sphères, donc des politiciens, il y a la police, il y a des profs, il y a des médecins, il y a des psychologues, mais il y a aussi des simples voisins qui sont impliqués dedans et c'est un petit peu comme ça qu'on doit s'imaginer. Donc c'est une criminalité organisée et il y avait ma famille, après il y avait certains des voisins, après il y avait cette secte adorateur du soleil dont j'ai parlé avant qui vivait dans le même quartier et dans cette secte-là, j'avais certains de mes profs, j'avais mes profs de musique, j'avais un pédiatre qui faisait partie aussi et si vous voulez, ce sont toutes des personnes clés autour d'un enfant qui sont là en fait pour le guider, qui sont là, je dis souvent programmation, qui sont là pour le programmer dans son enfance. Parce que quand on est enfant, bah, on a la famille, on a les voisins, on a quelques copains et puis voilà quoi. On a les personnes clés à qui j'aurais pu essayer d'en parler, elles étaient autour de moi et elles étaient dans, le culte satanique. Après, quand j'ai grandi puis que j'ai fait d'autres écoles puis que je suis partie aussi du village, pas tous les profs que j'avais étaient impliqués là-dedans, mais moi, j'avais appris à garder le silence parce que c'est ce qui m'a été imposé dès la plus petite enfance. C'est la première chose qu'on impose aux petits enfants et donc j'ai appris à garder le silence total et quand je suis partie faire des autres écoles avec des autres profs, avec rencontrer des autres gens qui ne faisaient pas partie de ce culte satanique, eh ben, je me taisais. Je me taisais donc ils ont pu continuer à leur guise, en fait. C'est comme Donc ça ça que veut dire, quand vous partez, à l'école, à l'extérieur et que vous revenez, dans votre communauté, ça a recommencé à chaque fois? oui, oui, parce que ça fait partie de l'éducation. Moi, je parle d'une certaine programmation volontaire. Donc, où il y a des personnes qui s'assiedent autour d'une table, qui font comme un programme pour l'enfant, en regardant d'abord ses faiblesses ou bien ses dons aussi et qui les programment d'après ça, donc qui ont un but avec cet enfant et la programmation, je dirais involontaire, c'est-à-dire c'est, l'éducation de tous les jours. Donc vu que je vivais ça d'un côté
et ben, c'était des peurs, c'était des angoisses, je savais pas où trop où les mettre. J'étais tr Moi, par exemple, j'étais très timide. Hem, c'était c'est Ça, ce sont des choses qu'on voyait depuis l'extérieur, mais qui avec ça, j'ai grandi, en fait. Que répondez-vous à ceux qui, évoquent la possibilité de faux souvenirs liés à des Mmh. mécanismes psychiques connus? Parce que c'est vrai que, je pense que vous avez dû, entendre des personnes, qui vous disent: «Bah, ce que vous racontez, c'est des conneries ou c'est pas vrai». Mmh mh. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Mmh. Alors écoutez, 1°, moi, mon témoignage, je ne témoigne pas pour avoir le plus de monde possible qui me croit. Franchement, qu'on me croie ou qu'on me croie pas, ça m'est complètement égal. Parce que moi, j'ai un autre but, c'est vraiment témoigner pour sensibiliser, c'est pour donner une voix à ces enfants qui sont en train de souffrir maintenant. C'est pour donner une voix aux survivants et aux survivantes qui n'ont pas encore la possibilité de parler comme moi, ou bien d'être connectés comme moi, qui n'ont pas réussi à surmonter, à transcender, je parle de ça dans mon livre, qui n'ont pas encore réussi comme moi. Et mon but, c'est vraiment de donner une voix à ces personnes. Mon but, c'est de créer quelque chose de concret, pour leur aider, et je suis en route. Donc je vois le fruit, hem, ce que me rapporte mon témoignage. Donc j'ai vraiment du concret là, et c'est ce qui m'encourage à continuer. Maintenant qu'on me croie ou qu'on me croie pas, ça m'est complètement égal. Je sais, qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce sont des faux souvenirs. Hem, mais voilà, moi je veux bien discuter. Qu'est-ce qui est un vrai souvenir? Qu'est-ce qui est un faux souvenir? Je trouve intéressant quand j'ai des personnes devant moi qui m'ont encore jamais vue, jamais entendue, qui me connaissent pas, et qui décident quels sont mes vrais souvenirs et quels sont mes faux souvenirs. Enfin, moi ça me fait un petit peu sourire, quoi. Et Mmh. depuis le début, c'est vrai que vous parlez, de transcender. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, transcender? Bah, en fait, ce que j'ai vécu et ce que vivent beaucoup d'enfants en ce moment même où nous parlons, ça dépasse l'imaginable. C'est c'est en fait, j'aime bien comparer, vous voyez, j'aime bien par exemple dessiner une ligne comme ça, et sur cette ligne, on se sent à l'aise. Vous et moi et tout le monde, on se sent plus ou moins à l'aise. Mais quand on vit de la torture comme ça, des viols comme ça, hem, comme j'ai dû le vivre, et ben, on tombe justement aussi dans un trou inimaginable. On c'est tellement incompréhensible qu'on trouve pas les mots, en fait, pour en parler. Mais transcender, pour moi, ça veut dire remonter, réussir à remonter la pente, même au-delà de cette ligne où on se sent bien. Bon, après, il faut redescendre, hein, pour qu'on réussisse à atteindre cette ligne, et ça, c'est aussi presque inimaginable, mais c'est faisable, et c'est ça pour moi transcender, c'est sortir de ce trou profond, trouver les moyens, trouver les clés pour sortir de ça, et c'est ce qui est encourageant parce que c'est faisable. D'accord. Et est-ce que vous arrivez à vous donner des images, quand vous parlez d'amnésie traumatique? Oui, je vous parlais avant de flashback, par exemple, et là, moi, vous voyez, j'ai eu la chance dans la malchance, je dirais, qu'il y a certains de ces souvenirs que j'ai pu aller vérifier. Donc je me souvenais par exemple, de lieux de crime, par exemple, et j'ai sauté dans ma voiture, j'ai été sur place, j'ai été vérifier, et j'ai retrouvé des endroits où j'ai vraiment seulement vécu les crimes dont je parle, dans mon livre, par exemple, et je n'ai jamais été à ces endroits auparavant. Dans mon quotidien, je n'ai jamais été là-bas, mais dans mon trauma, j'ai été là-bas, et c'est pour ça que j'ai retrouvé ces lieux, et je vous dis, j'ai retrouvé
Des endroits dans la forêt, je savais exactement, maintenant je dois suivre ce chemin. Maintenant, j'ai encore quelques pas à faire. Il va y avoir un petit chemin qui va nous mener à droite. Il y en aura un qui ira à gauche, mais moi, je dois prendre celui de droite et ça me mènera à tel et tel endroit. Puis je pouvais décrire à l'avance et ça m'a mené à ces endroits-là. Et là, ça c'est pour moi personnellement, pas pour la justice. Ça, j'en suis tout à fait consciente, mais pour moi personnellement, ce sont des preuves que mes souvenirs sont justes. Sont de vrais souvenirs. Après, il y a certaines émotions, certains souvenirs qui sont encore flous, où je n'ai pas trouvé de preuves pour moi-même, mais je vois la différence, quand on parle de faux souvenirs puis de vrais souvenirs. Vu que j'ai réussi vraiment à trouver des endroits, à trouver des témoignages, ça fait moi maintenant ça fait 7 ans que j'en parle, les témoignages commencent à se recouper, je suis pas la seule survivante, que j'ai trouvé des preuves pour mon témoignage, je sais, je sais que c'est juste et ça me donne et cette conviction avec cette conviction, c'est une force énorme qui me fait avancer. Vous savez, on parle, même des experts et d'autres personnes parlent quand on vit un trauma aussi fort que ça, pour se protéger, le cerveau, il se ferme, il se met en pause. Dans votre cas à vous, est-ce que c'est vous ou c'est, cette secte, c'est eux qui ont eu cette méthode, bah, de vous effacer votre mémoire pour pas vous rappeler? Mmh. Alors, c'est un mode de survie que tout le monde a. Vous aussi, toutes les personnes aussi qui ont pas vécu ce genre de trauma. Je donne l'exemple, si quelqu'un fait un accident de voiture ou de moto très, très grave, en général, la personne dissocie le moment de l'accident, le moment du trauma, la situation. Elle se souvient plus, on lui raconte après comment ça s'est passé, mais éventuellement qu'elle parle quand même pendant qu'elle se fait soigner et tout, mais elle se souvient plus. Parce que justement le trauma est tellement fort, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à intégrer et on dissocie. Par contre, quand on quand on le vit plusieurs fois de suite et encore et encore et encore et quand il y a, c'est une programmation à l'arrière justement, on ne dissocie pas seulement le trauma, donc la situation, mais on dissocie profondément en soi-même sa personnalité. Et ça, c'est un mécanisme que les bourreaux, les criminels connaissent. Donc, c'est pas eux qui ont installé cette dissociation en moi, c'est moi qui a dissocié, mais eux, avec leur torture qu'ils me faisaient subir, m'ont poussé à la dissociation. C'est ça qu'ils font. Et c'est leur but d'avoir des, personnes avec des personnalités complètement dissociées. Parce qu'avec ces personnes-là, ils peuvent mieux, je dirais, travailler en quelque sorte. Elles sont beaucoup plus manipulables que des personnes stables et saines et qui ne sont pas dissociées. D'accord, et donc c'est pour cette raison que vous parlez souvent de programmation et de Mmh contrôle mh. mental? Mmh. Oui, C'est à cause de oui, ça? c'est à cause de ça, oui. Parce que programmer, ça veut dire établir un plan à quelque part. Ça veut et c'est exactement ce qu'ils font. Ils établissent un plan pour la personne, pour l'enfant et on peut aussi prendre un autre mot, on pourrait aussi dire, heu et bon, éducation, c'est peut-être pas le bon mot, mais par exemple, vous voyez, si vous voulez que vos enfants, par exemple, se taisent toujours à table quand on mange en famille, vous allez les éduquer de la sorte à ce qu'ils se taisent toujours à table. Mais cette éducation, ça peut aller beaucoup plus loin, jusqu'à une programmation justement de silence ou bien d'obéissance totale avec des déclencheurs aussi. Par exemple, il y a un déclencheur et l'enfant se comporte de telle et telle façon et c'est quelque chose de tellement répété encore et encore pendant les tortures et pendant les tortures, ce genre de, si on veut prendre le mot éducation ou programmation, sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus inscrites dans toutes les cellules de votre corps et dans toutes les cellules de votre mémoire que quand vous ne souffrez pas.
Et justement, est-ce que vous pensez que ce mécanisme, il existe, aussi, hors, de tout cadre, satanique ou rituel? Qu'est-ce que vous entendez par mécanisme? Bah, ce mécanisme de programmation, de contrôle mental. Alors, moi, je pense que ça existe aussi, disons qu'il y a certains mécanismes qui fonctionnent aussi, par exemple la menace. Par exemple, on dit: «Écoute, si tu me payes pas les 10 000 € jusqu'à demain, je tue ton chat, je sais où ton enfant va à l'école» et cetera. Donc ça, c'est un mécanisme qui fonctionne aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément traumatisées comme moi je l'ai été. Mais ces mécanismes sont sont pas seulement un mécanisme pour une situation, c'est quelque chose qui est, comme je disais, répétitif et donc ça devient une partie de soi-même et donc finalement, vous n'êtes plus obligé de même plus obligé de menacer, ça suffit de lever le petit doigt, puis tac, c'est l'enfant ou bien l'adolescent fait déjà, en fait, ce que la personne adulte, ce que le criminel, ce que le bourreau veut qu'il fasse. Donc comme un robot, en fait. Ouais, Mmh mh. c'est ça. Et justement par rapport avec, tout ce que vous avez vécu, est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, vous allez dans des associations ou venez en aide aux personnes qui ont subi les mêmes traumatismes que vous? Alors des associations, pour je dirais pour les survivants, de la violence ritualisée, personnellement, je n'en connais pas encore. Je connais des collectifs, des gens, qui se mettent ensemble, mais des associations, hem, vraiment avec l'étiquette violence ritualisée, ça n'existe encore pas. Pourquoi? Parce que cette étiquette, nous ne l'avons pas en justice, nous ne l'avons pas en politique. Donc la violence ritualisée, comme je l'ai décrite un petit peu auparavant, ça n'existe pas. Alors ce qui existe, ce sont les viols, c'est certaines tortures physiques, psychiques et cetera. Ce sont les meurtres, donc vous voyez toutes les choses séparément, ça existe. Mais quand il y a tout le paquet qui est utilisé pour soumettre une personne, pour traumatiser une personne, hem, dans le cadre d'un culte satanique par exemple, ou bien dans le cadre d'une secte, ou bien dans le cadre d'un groupe de personnes qui se réunissent autour d'une table pour justement, hem, planifier ce genre de choses, ça n'existe pas. Donc c'est Non, très, très difficile de créer une association donc, c'est fort hem, dommage. oui, oui. Mais, je suis en route, donc justement je suis en route avec un collectif par exemple, grâce au fait que j'ai écrit mon livre et que j'ai pu témoigner sur diverses chaînes comme maintenant avec vous, j'ai quand même, rencontré vraiment de très, très bonnes personnes. Et à notre, je dirais, petit niveau, bas échelle, on peut déjà faire beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment venir en aide à beaucoup de survivants, à des enfants, hem, donner des conseils, apporter de l'aide psychologique, mais ou bien de médecins, j'espère bientôt de juristes aussi. Donc voilà, moi je dirais on est en route, on est en route. Et quand vous avez commencé à écrire votre livre et je suppose que vous avez dû avoir de nombreux témoignages, il y a plus de nombre de personnes qui ont subi la même chose que vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou pas? Ah oui, ah oui. Vraiment, quand j'ai commencé à témoigner, je me sentais très seule. Bon, je savais qu'il y en avait quelques-uns qui ont témoigné avant moi, hein. Par exemple, en Amérique, on a déjà eu, Katie O'Brien qui a déjà témoigné dans les années 80, 90 par là. Après, il y a Anneke Lucas qui témoigne déjà depuis bientôt 15 ans aussi en Amérique, donc ça, je le savais. Mais quand je me suis mise en route, il y a d'autres voix qui se sont élevées aussi dans la francophonie, en Suisse, en Allemagne et cetera et grâce à ça, j'ai récolté 50 témoignages, donc c'est un début, 50 témoignages de violences ritualisées, avec une petite équipe
on a ouvert un site où on a mis 50 témoignages, ça s'appelle 50voices.org. Donc si quelqu'un veut aller voir, là-bas, il y a 50 témoignages qui sont semblables aux miens et là, ce sont des témoignages justement, de diverses personnes dans divers pays et on voit que le mode opératoire de ces criminels, c'est toujours le même. Que ce soit en Amérique, que ce soit ici en Europe, c'est toujours à peu près le même mode opératoire et c'est ce qu'on voulait montrer en fait avec, tous ces témoignages et il y en a plus, hein, je pourrais vraiment continuer de récolter des témoignages. Si je comprends bien, aujourd'hui, ces personnes qui ont subi ces violences, elles ont pas d'aide, elles sont livrées à elles-mêmes. Alors, nous avons des psychologues et des thérapeutes, qui aujourd'hui connaissent, le sujet bien entendu. Parce que grâce au fait que des survivants ont commencé à parler, déjà il y a 30-40 ans en arrière, il y a des thérapeutes qui ont commencé à faire des recherches, il y a des thérapeutes qui ont appris à connaître ces programmations dont je vous parlais avant et qui ont, avec les survivants, commencé à décortiquer tout ça et qui ont aujourd'hui les moyens thérapeutiques pour aider. Sauf que, comme nous, les survivants, où on nous dit que ce sont des faux souvenirs, puis qu'on est complètement fou, puis que voilà, vous avez dit le mot connerie avant, mais c'est effectivement ce que j'entends assez souvent. Bah, les thérapeutes, c'est la même chose. On leur dit la même chose, que ce sont des conneries et ça va jusqu'à ce que vraiment on leur soumette, je dirais, ou on leur propose de ne pas soigner les survivants. D'abus rituels. Parce que, ils disent, il y en a beaucoup qui disent que c'est seulement de la panique satanique, en Amérique on dit satanic panic, donc c'est vraiment une expression qui est aussi venue chez nous jusqu'en Europe. Donc on parle de satanic panic, ce sont des gens qui font peur et voilà quoi, qui ont peut-être vu trop de films d'horreur, hem, mais on a ça c'est vraiment le côté positif, on a les moyens, mais ça devrait pouvoir se développer et vu qu'on est presque obligé de le faire un petit peu en sous-marin, vu que c'est pas reconnu, c'est compliqué d'avoir l'aide, qu'il faut. Avec tous ces témoignages, aussi bien que vous expliquez votre traumatisme, est-ce que vous arrivez vivre une vie normale ou c'est Mmh. quelque chose qui est très compliqué? Alors, je dirais bon, qu'est-ce que ça veut dire normal, hein? Mais je dirais qu'aujourd'hui, je peux vivre une vie où je suis heureuse, où je ressens la joie, où je peux faire des choses qui me plaisent, où j'ai la liberté de choisir parce que c'était très longtemps, je n'avais même pas la liberté de choisir, même pas mon parfum, vous voyez? Hem et ce sont des choses à apprendre parce que la vie normale, je la connaissais pas. Donc guérir de certains traumas et puis, remonter la pente comme je disais avant, ça c'est une chose. Mais après, c'est on arrive dans un monde qu'on connaît pas et là, on a besoin de gens qui ont soi-disant vécu une vie normale, qui nous montrent ce que c'est une vie normale et moi, j'en suis là. J'ai vraiment des personnes autour de moi qui m'ont montré, qui me montrent ce que c'est une vie normale et donc aujourd'hui, je peux vivre une vie normale, si on veut dire normale, mais en tout cas une vie qui me rend, heureuse. Maintenant bien sûr, j'ai mon passé, il y a des séquelles, il y a toujours des choses à retravailler, à remonter, mais je dirais que j'ai les clés pour travailler avec mon vécu. Donc ce n'est plus mon vécu et tous ces sentiments, toutes ces émotions et tous ces traumas qui prennent le dessus et qui dirigent ma vie. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige la vie et c'est moi qui dirige ces sentiments et ces émotions et tous ces traumas et comme ça, je pourrais dire: «Oui, c'est une vie normale». Et votre famille proche, ils sont dans la même situation que vous ou c'est plutôt un peu plus compliqué pour eux? Alors pour certains, c'est un peu plus compliqué, pour d'autres, ils sont dans la même situation. Je dirais vraiment qu'on est tous dans une situation où on est vraiment reconnaissant d'avoir survécu et d'avoir vraiment
des moments aussi où la vie nous rend vraiment heureux, ce qui n'est pas le cas de tous les survivants, de toutes les survivantes. Il y a des victimes qui sont, ben, il y en a beaucoup qui sont décédés, qui sont morts pendant ces rituels sataniques. Et il y en a, des autres qui sont dans la prostitution, dans la drogue, dans l'alcool, qui ont des problèmes psychiques, qui sont dans les cliniques, psy dans des cliniques et qui sont très, très malades, qui ont beaucoup de douleurs. Donc vraiment, je m'estime vraiment heureuse d'avoir survécu, puis de pouvoir vivre aujourd'hui une vie heureuse, quoi. Vraiment, je suis vraiment reconnaissante. Et vous êtes une famille proche, c'est-à-dire quand je parle d'une famille proche, où vous avez vécu, vraiment ce trauma, est-ce que vous arrivez à vous connecter, à échanger quand il y a quelqu'un qui descend, comme vous dites, vous avez bien expliqué la pente qui se trouve au fond du trou, et Mmh. ben tous réunis, vous ensemble, vous essayez de le remonter la pente. Est-ce que c'est quelque chose qui existe et que vous faites? Alors, on essaye, on essaye. Le trauma, des traumas comme ça, c'est quelque chose qui divise et c'est fait exprès et c'est quand même quelque chose que chacun vit pour soi-même. On a beau en parler, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas. Je veux dire, on trouve pas, je n'ai pas trouvé la personne qui me comprend tout à fait, quoi. Je peux en parler à des gens qui sont à l'écoute, il y a des gens qui essaient de comprendre, mais on trouve pas, c'est quand même, on est à quelque part, il y a toujours de l'isolement et même si c'est la famille proche autour, donc par exemple, je parle de mes sœurs, même si elles ont vécu des choses comme moi, là oui, enfin des choses similaires, des choses semblables. Elles ont leur propre histoire, moi j'ai la mienne et puis on est isolés à quelque part avec nos histoires et c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment travailler avec beaucoup de délicatesse à ces connexions pour avoir un équilibre, l'équilibre qu'on n'a jamais eu auparavant. Donc remonter la pente, chacun doit le faire soi-même et une fois qu'on est en haut, on doit tisser ces liens qu'on connaît pas avant, on doit les trouver. On doit partir à la recherche de ce qui est normal justement aussi pour tisser les liens. Donc c'est compliqué, je crois que quand on a la volonté de comprendre et d'apprendre, c'est faisable, mais ça peut être assez compliqué effectivement. Quand vous avez écrit votre livre, hem, est-ce que vous avez reçu des menaces? Oui, oui. De quel style? Alors, des menaces par rapport à ma famille. Hem, des menaces par rapport aux gens, qui me soutenaient donc j'ai eu des amis qui m'ont soutenue. J'ai eu une période dans ma vie, surtout la période aussi après quand j'ai écrit mon livre, où j'ai dû déménager toutes les quelques semaines, en fait, quitter le lieu où j'habitais toutes les quelques semaines, parce qu'aussi les personnes qui m'accueillaient, par exemple, se faisaient menacer. Donc il y avait des gens autour de la maison, avec des lampes de poche, pendant la nuit, hem, oui, ce genre de choses, justement des menaces sur la famille. Hem, Avant je parlais de programmation et des déclencheurs, donc il y avait des personnes qui venaient, par exemple, devant la fenêtre et qui, par exemple, faisait un son qui était un déclencheur pour moi auparavant. Parce que les déclencheurs, ça peut être des phrases, ça peut être des sons, ça peut être de la musique, ça peut être un objet, un tas de choses de déclencheurs et donc qui me posaient, par exemple, des déclencheurs sur le bord de ma fenêtre ou bien devant ma porte ou bien, des autres signes sataniques qui se trouvaient tout d'un coup sur le pas de la porte. Des choses comme ça, j'en ai beaucoup vécu. Mmh. Et Ou des pardon. non, je vous en Oui. prie, allez-y. Ou aussi dans des commentaires, par exemple, sous les vidéos, sous les interviews, des commentaires où j'ai carrément eu des menaces quoi, des menaces de mort. Donc ouais, il y a eu de toutes sortes. Vous avez dit au début, que votre maman n'est plus de ce monde. Est-ce que Mmh. vous avez pu
discuter avec elle ou pas du tout? Alors, elle souffrait de Alzheimer, donc je dirais elle a eu ou elle a de temps en temps eu des moments, de clarté. Là, j'ai pu lui poser quelques questions qui m'ont certifié vraiment mes souvenirs et mon vécu. Mais voyez, au début, quand j'ai réalisé, quand j'ai pris conscience de toute l'ampleur de ce réseau dans lequel j'ai grandi, je me suis assez vite retirée de tout le monde parce que j'étais très vulnérable et je ne savais pas vraiment qui avait quel rôle dans ma vie. Est-ce que c'était vraiment des bonnes personnes ou bien est-ce que c'était des personnes, qui étaient dissociées, ben, justement comme ma maman? Est-ce que moi j'étais dissociée? J'ai dû poser cette question, puis je l'étais effectivement. Donc j'ai vraiment pris du recul aussi par rapport à ma maman, par rapport à toute ma famille, par rapport à mes amis. Donc j'ai tout quitté, mon travail, mon appartement, ma famille, mes amis, tout quitté et j'ai pris beaucoup de recul pendant vraiment assez longtemps pour remettre les choses en place quoi, pour savoir après avec qui je peux avoir le contact et qui sont les personnes pour moi, qui ne sont pas sûres. Donc les personnes qui ne sont pas sûres, ça veut pas dire forcément qu'elles sont dans le culte satanique, mais simplement qui je ne suis pas tout à fait sûre ce qu'elles sont par rapport à moi et puis, quelles sont les personnes avec qui je dois vraiment complètement, me retirer. Donc ça a duré plusieurs années. Donc le contact avec ma maman, c'était vraiment les dernières années juste avant son décès et là, j'ai pu lui poser de temps en temps quelques questions, mais c'était très entrecoupé. Vous savez, en général, heu, tous ces sectes sataniques, on arrive dans c'est comme une toile d'araignée qui s'étend un petit peu partout. Oui. Est-ce que vous êtes rendu compte dans tous les endroits où vous êtes partis, est-ce qu'il y avait, justement ces quelques personnes peut-être qui faisaient partie de ce club, satanique? Oui, 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 parce qu'en fait, comme Ils se vous dites, connaissent tous, hein? ils se connaissent et ça n'a rien à voir. Souvent, on me demande: «Oui, mais c'est pas possible, est-ce que, comment ça a pu se passer en Suisse?» Mais ça n'a rien à voir avec la Suisse ou la France ou n'importe quel autre pays. C'est une toile d'araignée, comme vous le dites et les gens sont connectés entre eux n'importe où ils vivent. Ça, c'est par rapport à la position qu'ils ont dans ces réseaux criminels et je les ai reconnus un petit peu dans tous les pays, en fait. Parce que moi, une fois que j'étais vraiment bien entraînée, parce on peut dire programmation ou entraînement, entraînée et puis que je gardais le silence, j'étais emmenée dans différents pays, donc en France, en Belgique, en Allemagne, mais aussi en Amérique. Et là, j'ai vu beaucoup de personnes, aussi des personnes de l'élite, aussi des personnes qu'on voit encore aujourd'hui sur nos écrans, donc qui sont dans cette toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a de tout. Il y a des voisins, il y a des profs, il y a des psychologues, il y a des médecins, mais il y a des aussi des politiciens. Il y a de tout parce qu'il faut de tout pour construire cette pyramide, en fait. Moi, quand j'étais enfant, j'étais tout au bas de la pyramide. Et après je suis montée, mais seulement pour aller servir au haut de la pyramide. C'est pas moi qui étais au haut de la pyramide, mais seulement pour apporter mes services ben, par exemple d'esclave sexuelle. Moi, j'ai comme l'impression que c'est pas des humains, qu'un être humain puisse faire ça. Mmh. Bon là, on va dans des sphères, très délicates, hein. Mais c'est vrai, c'est que j'arrive pas à me rendre compte, que des humains arrivent à faire ça. Est-ce que l'être humain, c'est pas lui le diable? Mmh. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, en tout cas le culte satanique, le diable donc je ou on peut dire Satan aussi, c'est vraiment leur dieu qu'ils honorent et qu'ils servent et toutes ces choses, beaucoup de choses, ils le font pour honorer le diable et pendant ces,
ces rituels, ils appellent aussi des esprits, des mauvais esprits et des démons, donc avec leur nom. Donc maintenant, qu'on y croie ou qu'on n'y croie pas aux mauvais esprits ou bien aux démons ou bien à je dirais, à un monde spirituel, c'est complètement égal. Ces gens le croient, ils le font et il se passe des choses qui sont inhumaines, effectivement, qu'on ne voit pas dans ce monde, qu'on ne voit pas quand on va aller faire les courses, qu'on ne voit pas quand on va boire un café chez le voisin ou bien quand on va, au restaurant avec ses amis. C'est vraiment des choses inhumaines, inexplicables, même pour moi encore aujourd'hui, inexplicables qui peuvent se passer dans des moments-là, dans des moments comme ça. Pourquoi ils font ça? Est-ce qu'en retour, ils reçoivent quelque chose ou c'est tout simplement par plaisir? Alors, ils reçoivent quelque chose, on parle aussi de pouvoir et d'argent, bien entendu, hem et ils créent une atmosphère démoniaque et cette atmosphère démoniaque, donc avec des rituels, avec l'invocation d'esprits et cetera, ils en ont besoin pour se nourrir. Ils créent une dépendance. C'est comme la drogue, en fait. On commence un petit peu et ça va de plus en plus loin. Et c'est ce que j'ai constaté, quoi. Il y en a des qui doivent après, qui ont besoin de ça pour vivre, pour qu'ils se sentent vivants. C'est pas le soleil qui leur fait plaisir, où ils se sentent vivants. C'est vraiment ce genre de rituel, ce genre de choses démoniaques où ils se sentent vivants. Pour moi, c'est complètement malade. Mais c'est une des explications que j'ai. Ils ont besoin de ça, comme quelqu'un d'autre a besoin de son alcool, de sa drogue, de ses cigarettes, même en sachant que ça détruit, eux, ils ont besoin de ces sphères démoniaques, de cette ambiance démoniaque, en fait, pour se sentir vivant. Ces rituels, qu'ils font, est-ce que ça commence petit à petit? Autour de ce rituel, combien il y a de personnes et combien y a-t-il de victimes? Bon, ça, je peux pas vous dire combien de victimes il y a, j'ai aucune idée, parce que là, on parle de criminalité, donc on n'a pas de registre, Mmh. avec des noms et cetera, avec des chiffres. Mais pour répondre à votre question, si c'est quelque chose de progressif, oui, pour les victimes et oui, aussi pour les personnes, je dirais les criminels avec un cœur de criminel, parce que je fais quand même je fais une différence entre les criminels avec qui ont été, victimes, comme dans mon cas, hein. On n'en a encore pas parlé, mais par exemple, les tout petits enfants sont déjà forcés à être eux-mêmes des criminels, donc déjà, vraiment à l'âge de 5, 6 ans. C'est aussi justement ça fait partie du programme, mais après il y a des gens qui décident d'être criminels et ceux-là sont aussi il y a une approche, hem, croissante, je dirais. On apprend par exemple, les gens sont d'abord invités, à une fête, après, il y a peut-être des femmes et cetera, donc des prostituées, donc voilà, ça c'est encore rigolo pour la plupart des personnes. Mais après, tout d'un coup, on leur donne de la drogue, de l'alcool et tout d'un coup, à leur insu, ils se retrouvent au lit avec un enfant et là, on leur fait des menaces. On leur dit: «Écoute, maintenant on a tout, on a le film avec toi, avec l'enfant. Si tu le fais pas, eh ben, l'enfant va mourir» et cetera et tac, on leur tend un piège et tac, ils sont dedans et ces personnes-là ont beaucoup, je pense beaucoup, beaucoup de peine à s'en sortir. Après les enfants qu'on prend là-dedans, c'est aussi une approche systématique. On commence par exemple à leur dire, tu dois, par exemple, tu dois couper les cheveux à ta poupée et puis l'enfant ne veut pas. Alors on lui apprend que s'il résiste, s'il dit non,
C'est une douleur, c'est par exemple, on commence avec une fessée ou une gifle, on tire les cheveux. Finalement, l'enfant le fait, coupe les cheveux à sa poupée. Après, il doit peut-être taper son chat préféré, en vrai. Finalement, ça va très loin. Il doit peut-être même lui le vraiment tuer le chat. Donc par exemple, il doit lui piquer dans les yeux et cetera. C'est toujours fait avec la punition si l'enfant résiste, s'il dit non, et l'enfant fait tout, vraiment tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de ne pas devoir, subir de la douleur, et avec la douleur, c'est un entraînement pour l'enfant, et c'est comme ça qu'on l'entraîne de plus en plus jusqu'à ce que, il soit dans ces rituels avec les viols et les tortures. Jusqu'à temps qu'il soit, docile et puis, Mmh. jusqu'à temps qu'on ait plus besoin de lui, bah, on se débarrasse de lui, quoi. Voilà, voilà, exactement. C'est quand même assez choquant, d'entendre ça parce que c'est vrai, moi, je vous le dis encore, que des êtres humains peuvent, pourtant j'en ai entendu parler, hein. Mmh. J'ai entendu parler pas mal de tortures avec des enfants. Il y a aussi, hein, le fait, je sais pas si vous avez déjà entendu parler, l'adénochrone ont torturé, bah, justement des enfants Mmh mh. et qu'on Mmh. récupérait leur sang pour, Oui. certains des élites, se rajeunir et autres. Est-ce que c'est déjà Mmh. quelque chose que vous avez déjà entendu parler? Alors, j'en ai entendu parler maintenant pendant que quand j'ai fait mes recherches. C'est pour ça que dans mon livre, je dis, je gratte un petit peu la surface de tout ça, parce que moi, vous voyez, moi, on m'a pas expliqué ce qui m'arrivait. Moi, j'ai eu les souvenirs, je les ai rassemblés, puis après j'ai dû, comme vous, comme tout le monde, partir à la recherche de ce qui m'est arrivé, quoi. J'ai dû lire des livres, j'ai dû, voilà, j'ai dû aller gratter dans ces sujets-là, et là, je suis tombée bien sûr sur, le sujet d'adrénochrome, et je me souviens effectivement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de sang, aussi pendant les tortures, ça je me souviens très bien. Maintenant, est-ce que ça a servi déjà à l'époque de ça? Parce qu'aujourd'hui j'ai passé 50 ans. Est-ce qu'il y a 30 ans, 40 ans en arrière, ça servait déjà à ça? Ça, je peux pas vous dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me souviens vraiment qu'on nous prenait beaucoup, beaucoup de sang pendant pendant la douleur, quoi, pendant les tortures. Ça, j'ai vu effectivement. OK, bah, écoutez, j'ai encore 2 questions et puis, je pense qu'après on va en terminer. Heu, Comment protéger les personnes fragiles tout en rendant, ces témoignages audibles? Oui, ça, c'est une bonne question. Hem, alors je pense en fait, j'ai 2 réponses à ça. Je pense qu'un moyen d'approche, si j'ai vraiment envie de parler avec des personnes fragiles et que j'ai vraiment envie de parler de ce sujet, je je réponds à leurs questions. C'est eux qui me posent les questions, c'est moi qui réponds, et par moi-même, je ne dis rien de plus. Parce que comme ça, je sais exactement où ils en sont. Qu'est-ce qui C'est à eux de décider ce qu'ils aimeraient entendre, ce qu'ils aimeraient savoir et ce qu'ils n'aimeraient encore pas savoir, et la conversation peut continuer ou ne pas continuer. Donc c'est à eux de décider où ils s'arrêtent. Après, hem, il y a des personnes que effectivement j'ai déjà choquées, hem, qui étaient probablement trop fragiles, mais qui, elles, ont décidé, par exemple, de lire mon livre. Ou bien de regarder, par exemple, avant je parlais les 50 Voices, donc de regarder les témoignages de 50 Voices, ou bien, je témoigne aussi par exemple dans un film de Pierre Barnerias qui s'appelle Les Survivantes, donc d'aller voir le film Les Survivantes, et là, je ne peux pas prendre la responsabilité. Si ce sont des personnes adultes, je n je ne suis pas responsable, même si je les choque, en fait. C'est 2 questions, et c'est quelque chose que moi aussi j'ai dû apprendre, parce qu'au début je me sentais responsable quand les gens allaient mal, mais je ne peux pas prendre cette responsabilité, c'est impossible. Oui, bah, oui, Mmh mh. il faut vous protéger vous aussi. Mmh. Exactement.
Mais il y a cette et heu approche avec les questions. et Mmh hem, quel avenir, souhaitez-vous donner à votre combat, au-delà de votre histoire personnelle? mh. C'est une question qui me fait plaisir. Oui, alors, voilà, exactement. Je ne témoigne pas pour témoigner, donc j'ai vraiment aussi moi un but à l'arrière. Premièrement, c'est donner la voix à ces enfants qui ne peuvent pas parler aujourd'hui, qui sont encore, pris, qui sont victimes par de ces criminels. Donner la voix aux survivants et aux survivantes qui sont pas, qui n'ont pas la possibilité de parler comme moi aujourd'hui, donc qui n'ont pas encore cette stabilité. Après, créer justement, hem, heu, des des lieux d'accueil pour les survivants, pour leur donner de l'aide concrète. Là, je suis en route et je suis très heureuse pour que ça se fait gentiment, mais sûrement. Et bien sûr que j'aurais effectivement le souhait que ce soit reconnu par la politique. Et ça, c'est mon combat et ce combat, je vais pas le lâcher. J'espère le vivre encore de mon vivant, hein, donc j'espère quelques années devant moi et qui sait, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes qui en parlent, qui ont le courage aussi d'élever leur voix et j'ai une vision d'une sorte de domino, vous voyez? Moi, j'ai commencé, d'autres ont commencé avant moi et et ça fait comme une sorte de domino. Ça donne du courage à d'autres personnes et aujourd'hui, je sais qu'on est entendu. Je sais. On est encore ignoré, mais je sais qu'on est entendu. Vu qu'on est attaqué par de différentes manières, alors je sais qu'on est entendu et ça me donne l'espoir de continuer. Ouais, moi je Ouais. rajouterais que moi j'avais déjà entendu, hem, de ça il y a plus de 15 ans et c'est vrai que depuis, ça va faire 5, 6 ans, on en parle beaucoup, Mmh. beaucoup plus. Oui. Les langues commencent à se délier et c'est très bien justement de pouvoir, comme on fait ce soir, aujourd'hui ensemble tous les 2, Mmh. que vous puissiez témoigner parce qu'il y a de ça quelques années, y a les personnes ne pouvaient pas témoigner. Ils avaient peur, il y avait, cette programmation comme vous l'avez bien expliqué et que, bah, moi je suis très content, que vous ayez accepté de pouvoir témoigner sur ma chaîne et je voulais vous remercier et en général, mes invités, je leur laisse le mot de la fin et donc du coup, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors merci beaucoup. Merci parce que vous m'avez donné la possibilité de témoigner ce qui est sensibilisé et j'espère vraiment que mon témoignage puisse encourager, des personnes à ouvrir les yeux, les oreilles et surtout leur cœur et des survivants peut-être à élever leur voix et merci pour m'avoir donné la voix ce soir et puis on verra la continuation. Yes et puis surtout de pas juger parce que, c'est très important, ça peut arriver à tout le monde. Un voisin, n'importe qui, peut Oui. avoir subi les mêmes choses que ce que vous avez subi et je trouve que c'est très important justement de donner la parole et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir parler. Donc n'oubliez pas, donc si vous êtes intéressé, n'oubliez pas et d'acheter le livre donc, Satanisme et violence ritualisée, une survivante parle. Vivre l'impensable et le transcender. Merci beaucoup et merci, Chantal, pour, avoir accepté cette, invitation et de pouvoir témoigner chez nous. Merci à vous.